Nous retrouvons nos invités pour la suite de votre émission Kwamivi Aklesoiso, Rodrigue Ahego et Adama Adjronou. On parlait du procès du massacre du 28 septembre en Guinée. Conakry, on va lire la réaction d'un Guinéen. Nous avons suivi avec un grand intérêt la prestation de Dadis Camara qui était très attendu et qui a fait de grosses révélations. Raconte Kali Diallo au sorti d'un café au centre de Conakry. Et nous pensons qu'avec la suite, ça va contribuer à éclairer davantage la lanterne du tribunal. Il y a d'autres réactions également sur l'accusation de complot. Un Guinéen ayant suivi aussi la prise de parole de l'ex-président Camara réagit. Une partie de l'opinion avait à un moment donné cru qu'il était effectivement victime d'un complot dans les événements douloureux du 28 septembre 2009, sans compter qu'il cherche aussi à gagner la bataille de l'opinion et avec lui, on s'attend à des révélations qu'il a eu à faire également. Rodrigue Ahego, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au fait, ce que je voulais ajouter, vous voyez ce genre de procès, normalement, ça devrait résonner comme un coup de sifflet de fin d'une situation qui est devenue très courante en Afrique de l'Ouest, ou par exemple l'impunité. Je vais parler de l'impunité. Ouais. Maintenant, il faudra que ce soit un procès qui soit bien conduit pour que ça serve de leçon. À tous, par exemple, à tous ceux qui pensent qu'il faut avoir la gâchette facile, tirer sur des gens sous prétexte que c'est pour protéger le président ou bien c'est pour etc., etc., etc. Quand vous lisez par exemple les constitutions de certains pays, il est dit clairement que lorsqu'un corps habillé répond à des ordres qu'il trouve normalement inadéquats et qu'il les exécute, mais celui-là devra répondre de ses actes un jour. Donc c'est en cela, par exemple, je dis, Dadis, oui, il était président et il est responsable. Il doit répondre, reconnaître, comment dirais-je, prendre toutes ses responsabilités pour reconnaître son rôle dans cette situation-là. Et au même moment, tous ceux qui sont les acteurs, qui ont massacré le peuple guinéen, doivent aussi reconnaître avec des preuves à l'appui, puisqu'ils étaient au front. Il y a des analyses balistiques, en tout cas, il y a des éléments qui restent encore, plus des témoignages. Tout ce beau monde-là doit payer, répondre devant la loi pour que ça serve de leçon et que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, on prend par exemple les populations pour des bétails, on tire sur des gens à volonté, tout simplement parce qu'on se dit être en train de protéger les intérêts de quelqu'un qui est au service de ce même peuple-là. Et on considère le peuple comme des moutons à abattre. Et ce n'est pas possible, ça doit s'arrêter. Les armes que l'argent du contribuable achète, c'est pour protéger, défendre l'intégrité du territoire et protéger les populations, assurer leur sécurité. Mais aujourd'hui, vous constatez que ce sont des armes qu'on retourne contre les populations, qu'on retourne contre le peuple pour protéger une seule personne, soi-disant. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut que tous les pays qui ont traversé de telles situations puissent avoir le courage un jour d'organiser ce genre de procès pour témoigner de la bonne foi, d'organiser une rupture avec ces passés tragiques ou ces faits tragiques-là qui endeuillent les populations. Il faut que ça s'arrête, c'est très important. Maintenant, moi je dis, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a parlé de troublantes révélations. Je ne sais pas ce qu'on met dans troublantes révélations, mais quand on dit Tchumba avait des grenades, il était bardé de grenades, si c'est ça qu'on met dans troublante révélation, j'en sais rien parce que Tchumba a fait la pluie et le beau temps devant la cour en citant des versets coraniques, en évoquant des trucs, il y a eu des histoires de gris-gris, etc. Ce n'est pas ça le cœur du débat. Le cœur du débat aujourd'hui... Vous pensez qu'on laisse l'essentiel du débat? Mais l'essentiel du débat, c'est qu'on a massacré des gens. Oui. On a tiré sur des gens. Qui sont ceux-là qui ont tiré sur les gens? Qui étaient sur le terrain? Qui commandait ceux qui étaient sur le terrain? Qui a donné l'ordre de massacrer les gens? C'est ce que le peuple guinéen veut entendre. Et c'est ce que les peuples meurtris d'Afrique ou de tous ces pays qui passent par, qui traversent ces périodes difficiles-là veulent aussi entendre. Mais ce n'est pas qui a porté quel gris-gris, qui avait combien de grenades, etc. Ce n'est pas ça la question. Qui? Et ça a profité à qui?
C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, comme j'avais dit, pour Alpha Condé, on doit aussi comprendre que Alpha Condé était beaucoup plus dans une politique de, je dirais, quand il y a eu une longue période donnée où les populations avaient soif d'une sorte d'alternance et que c'est arrivé, tout de suite on a tendance à organiser une sorte de réconciliation. Parce que s'il se mettait à organiser un procès, on peut crier vite la chasse aux sorciers. Ça c'est clair. Et donc, du coup, il a traîné un peu, mais après ses ambitions démesurées ont pris les pas sur ce qu'il devait organiser. C'est ce qui, à mon humble avis, a empêché Alpha Condé d'organiser ce procès. Il a beaucoup plus voulu surfer sur le sentiment des gens et aller les tromper pour avoir son troisième mandat. Adam et coach, si vous le permettez, on va prendre la route de Ouagadougou au Burkina Faso. À l'occasion des 62 ans de l'indépendance de ce pays, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré ce samedi soir que le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements, le redressement de notre économie, a donc déclaré le président Ibrahim, le chef de la junte, il faut le préciser, Ibrahim Traoré. Adam Adjronou, quelle analyse vous pouvez faire de la sortie de Ibrahim Traoré quand on sait qu'il a engagé beaucoup de choses là-bas au pays des hommes intègres? Oui, permettez-moi avant d'en arriver là ou avant de répondre à votre question, je pense que parlant donc du procès de la Guinée, il est très important puisque la transition, lorsque vous prenez les deux événements, n'est pas l'un loin de l'autre. Il faut préciser que, vous savez, ce procès pour moi est justement modélisable pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, lorsque vous êtes corps habillé, cela permettra de reconnaître que, d'afficher une certaine proximité avec la rationalité et les libertés fondamentaux et les droits humains dans un pays. Ce qui, ma foi, aujourd'hui, donc pour revenir au Burkina Faso, c'est vrai, lorsque vous prenez Ibrahim Traoré, vous l'avez dit, de toutes les façons, quoi qu'on dise, lorsque vous faites entorse, disons, à la légalité constituée, de toutes les façons, la route de l'histoire étant en train de faire son petit bonhomme de chemin, vous aurez toujours à répondre, voilà, compte tenu du fait que vous n'êtes pas venu suivant la règle établie. Donc, en ce sens, aujourd'hui, je pense que les propos d'Ibrahim Traoré, tels que dit aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans un pays qui a connu des turbulences politiques, de toutes les façons, aujourd'hui, ces propos, à mon avis, je les prends toujours avec beaucoup de pincettes, puisque de toutes les façons, chacun, surtout lorsque vous le prenez, lui, vous avez bien fait de le préciser, puisqu'il est jusqu'au jour d'aujourd'hui le chef de la junte. Même si certains vont un peu mettre du bémol en la président de la République, de toutes les façons, on sait que les esprits avisés l'appelleront toujours chef de la junte. Et partant de là, on cherche toujours à avoir la bataille populaire, surtout dans le contexte du Burkina Faso où pratiquement chacun pour un oui ou un non, pour des motifs qui lui semblent être allés dans le sens de l'intérêt de la population, peut se lever et puis orchestrer donc un coup d'État. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il essaie jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, de pouvoir monter des gages, des gages de bonne volonté, de changement, mais également d'écoute. Puisque quelque part, je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on puisse véritablement faire asseoir les idéaux et les pensées endogènes. Et je pense que sur cet aspect-là, il essaie quand même de faire de son mieux, en écoutant la population. Et c'est en écoutant cette population que moi j'estime que les désirata de la population, tels qu'exprimés aujourd'hui, passent également par cette liberté qui, ma foi, si nous prenons dans tous nos pays africains, n'est pas acquise pour la simple et bonne raison, nous dépendons d'une manière ou d'une autre, pour des raisons exprimées de chaque pays, d'une puissance. Et là, il essaie de dire, parce qu'en l'écoutant, j'ai justement parlé donc de cette diversification donc de partenariats, dont une partie ou pratiquement une bonne partie de la population s'est exprimée en faveur de la Russie, etc. Oui. Ce qui n'était pas possible avec l'autre chef de la junte passé, où on estimait une proximité avec la France. Donc pour lui, cela est exacerbé en réalité
les questions sécuritaires que le pays a connues, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'essaie pas de sortir dans l'ornière. Donc aujourd'hui, il essaie donc de mener un discours, puisque c'est une ressemblance avec Mamadou Doumbouya. Donc à son arrivée, il a eu le temps de pouvoir donc s'exprimer sur les besoins de la population qui ont adhéré donc à sa politique, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, puisqu'on constate qu'il y a une bonne partie de la population qui s'est diamétralement opposée, puisque ce discours-là, par le passé, ressemblait à un discours de pouvoir donc avoir l'assentiment de la population pour avoir la main libre pour gouverner. C'est le même cas de figure que moi je pose au niveau du Burkina, mais le Burkina en a besoin aujourd'hui, puisque lui-même, non seulement il exprime, mais également il pose des actes allant dans ce sens. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu convier donc des réunions, on l'a vu véritablement donc prendre la lutte de la chose en pensant donc endogène. Donc pour le moment, on peut plus ou moins, même si je ne suis pas encore convaincu, lui accorder le bénéfice du doute, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on constate que les résultats, même si on ne peut pas les quantifier, commencent déjà par fuiter. Est-ce que vous avez l'impression là aussi, coach Sokwamivi, à quel sort que les résultats sont en train de venir, même si c'est difficile à évaluer? En tout cas, le capitaine a affirmé que notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées, et il a peut-être raison. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Permets-moi de faire une bifurcation à te répondre, parce qu'il y a Rodrigue qui a dit quelque chose plutôt, ça me chatouille là. Dans la loi martiale, un militaire ne peut pas refuser d'exécuter un ordre que son chef lui donne. Maintenant, c'est quand le militaire, devant un civil, il agit de son propre chef, on le réprime parce qu'il a appris à tuer. Mais si c'est un ordre qu'on lui a donné, la loi martiale lui dit d'exécuter ce que son supérieur hiérarchique lui dit. Donc, en réalité, comme je le dis, Dadis Camara est le seul fautif par rapport à cela. Donc, vous avez l'impression qu'il a eu à donner des ordres? Oui, c'est lui qui a donné. Vous ne pouvez pas. La junte est un peu organisée. Vous ne pouvez pas faire coup d'État, ou vous ne pouvez pas s'arroger le pouvoir et dire que vous ne maîtrisez pas ceux avec qui vous avez fait le coup d'État. C'est une sorte d'excuse. Parce que, comme moi je le dis, vous allez voir ça souvent dans les procès américains. Très souvent, quand un officier embête son chef, il va directement à la cour martiale. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il a tort, il a raison, comme c'est ce que je le dis. Mais si c'est le militaire qui, de son procès, a agi vers le civil, là, il va directement en prison ou on l'enferme d'une manière ou d'une autre. Maintenant, par rapport... Est-ce que ça exclut la notion de désobéissance? Non. J'ai parlé des constitutions, je n'ai pas évoqué la loi martiale, parce que la loi martiale n'est pas au-dessus des constitutions de nos États. Et dans ces constitutions-là, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour pouvoir mettre de côté, balayer du revers de la main ce que j'ai développé. Non, je n'ai pas balayé ça dans tous ces aspects. Non, je n'ai pas balayé ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que moi, si je prends la constitution du Togo, il est écrit que lorsqu'on exécute ces ordres-là, désobéir à ces ordres, qu'on juge de malveillants, mais ça devient un devoir. Non, la Constitution n'a pas précisé ça. En réalité, il n'est pas conseillé un complément pour donner notre aspect de votre développement en réalité. Il peut dire, par exemple, dans la théorie générale de l'État, ou en dehors de ce que j'ai dit, il y a par exemple la loi martiale. Là, on comprend. Quand nous prenons la théorie générale de l'État, l'armée n'est pas un pouvoir à part. L'armée, il y a l'exécutif. L'exécutif dirige l'armée. Et dans nos constitutions, le chef de l'État est le chef suprême de l'armée. Ça voudrait que toute action que l'armée aurait commise revient, les fautes retombent sur le président directement. C'est ce que j'ai essayé de dire. Je ne dis pas que ce que tu as dit n'est pas comme ça. Maintenant, là c'est clair, on se comprend. Quand nous revenons sur le cas de Burkina, vous voyez, Michel, moi je préfère qu'on se dise la vérité pour que les choses changent réellement. Le Burkina vient de céder 4 mines aux Russes. J'allais souligner cela. Que nos mains sont liées. Il dit que nos mains sont liées. Quand il confie la mine à la Russie, c'est toujours... Il est en train de se lier encore pour ça. Parce que nous disons que l'Afrique doit sortir dans la transformation de nos choses. Il faut que 4 mines que la Russie prend. Sans oublier que quand il est en train de parler, le Premier ministre, le 7, a fait une visite secrète en Russie. En passant par le Mali. Donc, si nous voulons... Je préfère qu'il n'y ait pas d'aide sous populiste pour s'asseoir, mais pour qu'on soit sérieux. En réalité, pour les mines, vous estimez qu'il y a des pays au niveau africain, l'Afrique du Sud par exemple, il y a le Nigeria également qui peuvent bénéficier de l'exploitation. Il y a les milliardaires africains qui ont le moyen même de transformer ces choses. Je dis que en offre, on parlait même du Nigeria, et je pense que c'est Rodrigue qui le disait, même c'est maintenant le Nigeria qui avait pétrole n'avait pas de raffinerie. On amène le pétrole au Nigeria chez les Blancs font raffinerie, on nous renvoie ça. Alors que
je disais que c'est comme si on charge notre fusil et on enlève les balles à la fois. On ne peut pas gagner. Donc, autrement dit, vous voulez dire que Ibrahim Traoré se contredit? Oui, moi je dis qu'il se contredit parce que quand il dit, parce qu'il faudrait qu'on ne fasse pas l'amalgame sur tout. Quand nous prenons l'indépendance, et vous voyez une personne qui a 70 ans, il va vous dire qu'au moment d'avant l'indépendance, ce que tu dois manger, c'est le blanc qui décide. Habillement, c'est le blanc qui décide. Les courses que tu dois faire dans la journée, c'est le blanc qui décide. Mais je ne dis pas qu'on est totalement indépendant. Il y a certaines libertés. Aujourd'hui, moi, ce n'est plus le blanc qui va décider ce que je vais manger. Je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux, je sors, je fais mes cours comme je veux. Donc, il y a une certaine indépendance qu'on a acquis. Mais il faudrait quand même parler de ça. Mais on passe comme si tous les Maliens, je parle de tous les Burkinabés, n'ont pas de bête. Alors que lui-même, il dit que ce n'est pas les rebelles qui sont au Burkina, que c'est les terroristes qui ont pris 40% de territoire. Au même moment, il prend 90 000 volontaires pour la défense de la patrie. Ce ne sont pas des militaires qu'on a incorporés. Les gens n'ont qu'à comprendre. Ça veut dire qu'après ça, là, ceux-là vont devenir quoi? Ils vont redevenir encore des djihadistes ou des gens à qui on a donné la main. Parce que ça a commencé en Libye comme ça, où les gens ont pris les fusils. Après, c'est eux qui sont devenus des éléments incontrôlés. Donc, soit il fait table rase et il travaille avec les autres parce que même le procès de honte que Doumbouya est en train d'organiser, sans oublier que Damiba avait organisé le procès contre la mort de Thomas Sankara, mais ça ne lui a pas empêché d'être évincé. Donc il faudrait que ici, s'il veut réellement, moi je ne comprends pas pourquoi il y a cette mentalité. L'Afrique ne peut pas se développer d'elle-même. Il faut toujours qu'il y ait les blancs qui nous tendent la main. Les gens sont allés à l'école, les gens pour les mines là, les gens qui travaillent dans les mines là, quand les blancs étaient là, ils n'ont pas cette technologie, ils n'ont pas l'aptitude de transformer ces gens. Donc une fois que c'est toujours un blanc, moi je dis, si l'Afrique dit de prendre des armes pour chasser les blancs, je vais prendre. Mais on ne peut pas chasser un blanc pour prendre un autre blanc. Vous voulez faire référence peut-être à chasser la France par exemple? Et prendre la Russie. Moi, moi, ce n'est pas cette Afrique-là que nous voulons. Nous voudrons que l'Afrique se développe des choses. Ouais. Puisque même quand on parle de monnaie, une fois que vous ne transformez, vous ne créez pas des choses, les autres vont toujours vous imposer ce qu'ils veulent. Parce que c'est au niveau du fonds monétaire, c'est ce que vous transformez là, qui permet que quand l'autre va acheter, vous lui imposez même de vous payer en votre monnaie. Et c'est comme nous, c'est l'extraction. Il y a 3 secteurs, tertiaire, primaire, secondaire, mais nous, on est toujours dans l'extraction. Même le service, c'est maintenant ça se développe, mais il n'y a pas de transformation chez nous. Vous allez voir, les transformations sont tellement précaires où un entrepreneur fabrique 100 bouteilles d'une boisson et il dit, mais on ne peut pas faire quantité. Il faudrait que le Burkina, qui, dans le temps, on disait que c'est le pays le plus vivable de l'Afrique, retrouve sa noblesse pour que le capitaine ne fasse pas de l'auto-panégyrisme pour juste s'imposer. Il n'est pas Thomas Sankara. Thomas Sankara aussi est différent. C'est-à-dire que l'histoire est têtue. Et puis c'est 2 mondes différents. À l'époque, il n'y avait pas le terrorisme ou le djihadisme. Rien de tout ça là. Donc il faudrait que le nord, il dit du centre jusqu'au nord, le pays a reconquéri, qu'il passe ça là. Et je pense que si on mobilise uniquement les Africains pour faire face à ça, on demande au Togo, on demande des orfèvres, ou on demande ici au Burkina, on demande au Niger, tout ça là, on peut trouver les gens là. Et la transformation, au lieu que le chef d'État se réunisse pour prendre des champagnes chaque fois, il faudrait qu'il propose quelque chose de potable, pour qu'au moins transformation là, qu'on ait réellement ça. Vous allez voir, ils sont sur des dossiers 10 ans, mais rien ne change. Donc, je préfère que le capitaine là, fasse vraiment table rase au lieu et montrer à la population qu'il veut changer au lieu de dire A et faire autre chose au contraire. C'est comme s'il est en train de tromper sa population. L'indépendance totale qu'il propose, Rodrigue Ahego, nous sommes parfaitement d'accord avec cela. Et d'ailleurs, vous connaissez ma position. C'est d'ailleurs pourquoi son intervention m'intéresse. Est-ce qu'on va en Afrique vouloir chasser des Blancs et engager d'autres Blancs? Vous savez, la vérité, elle est bonne à dire. La question que je me pose et que je vais me permettre de poser à ceux qui nous suivent aussi, c'est de demander si aujourd'hui on pense que l'Afrique a tous les éléments nécessaires pour divorcer totalement avec les Blancs. Ça, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Les produits avec lesquels on nous soigne sont fabriqués par qui? Les Blancs. Les seringues sont fabriquées par qui? Les Blancs. Maintenant, ça ne nous empêche pas de réfléchir à ce que nous pouvons faire de nos États, de notre continent. On ne peut pas vouloir le changement tout de suite, ici et maintenant, mais il faut commencer par une révolution des esprits, une révolution des mentalités, un changement des mentalités nous-mêmes. Parce que vouloir aujourd'hui que
le président, prêtez-moi son nom, Traoré Ibrahim. finisse totalement avec les Blancs. Moi, je ne fais pas une lutte noir contre blanc, non. Je fais une lutte de mentalité africaine qui veut s'émanciper. Il ne doit pas parler d'indépendance. Contre l'oligarchie blanche qui pense marcher et sur les blancs et sur les noirs que nous sommes. C'est de cela qu'il s'agit. On ne fait pas une guerre. Aujourd'hui, quand on prend toutes les familles africaines, il y a forcément un blanc qu'on va retrouver quelque part parce qu'une soeur ou une cousine ou une arrière-parent a épousé, etc. Nous sommes tous les mêmes. Et figurez-vous aujourd'hui, quand on appelle aux manifestations ailleurs, dans l'Occident, dans les autres pays, contre la dictature en Afrique, par exemple, vous voyez des blancs qui sortent aussi avec des pancartes parce qu'ils ne sont pas totalement d'accord avec ce qui se passe. Figurez-vous que ces blancs-là aujourd'hui savent que leur avenir c'est en Afrique. Et ils font avec les Africains. Ils viennent ici en volontaire, aider dans nos communautés. Ils apprennent à manger ce que nous mangeons. Ils apprennent à parler notre langue. Ils apprennent à se comporter comme nous, à dormir sur les nattes comme nous. Vous comprenez? C'est un message qu'ils nous envoient. Maintenant, si je reviens au Burkina Faso, oui, les mines, ça dépend du contrat d'exploitation qui est sur la table aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que les gens doivent réfléchir s'ils sont leaders et sont présidents des États. Regardez par exemple, dans le monde, dans le secteur des textiles, le Bénin envoyait ses cotons là-bas, il y a quelques années. Mais qu'est-ce que Talon a dit? À partir de maintenant, nous voulons que nos cotons se transforment sur place. Non seulement se transforment, mais que la production des habits qui en découlent, qui sont des dérivés donc de la transformation de ces cotons, se fasse également sur le territoire béninois. Et ces discussions-là ont abouti à quoi? Ceux-là qui ne peuvent plus en avoir ici et transformer chez eux, fabriquer des habits pour venir nous vendre, sont obligés en discussion d'accepter de venir s'installer au Bénin. Ça, c'est déjà ce qu'on peut mettre dans avancé. Parce que ça crée de la main-d'œuvre. Ça crée de l'emploi aux Béninois. Vous comprenez cela? Chez nous, des infrastructures routières, par exemple, on confie aux Chinois, ils prennent nos frères et nos sœurs comme des, je ne sais quoi, des manœuvres. Et nos propres frères qui sont au pouvoir refusent à ce que ces manœuvres-là soient bien payées. Et ils sont traités comme on sait. Ils sont traités comme on sait. Qu'est-ce qui empêche de dire, si nous vous cédons cela, nous imposons à ce que tel nombre de nos citoyens trouvent de l'emploi là-bas, à ce que dans l'appareil de 3, par exemple, il y a ça, et c'est ce que nous voulons, puisqu'on connaît la valeur économique de cela qu'il s'agit. Des partenariats gagnants. Quand Emmanuel Macron a voulu bluffer les jeunes Africains, il y a certains qui n'étaient pas totalement éveillés, mais d'autres éveillés, vous avez vu surtout la fille burkinabé, vous avez vu d'autres éveillés, on dit non, le comportement paternaliste doit s'arrêter. Mais aujourd'hui, l'Afrique veut un partenariat gagnant. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui empêche nos chefs d'État de faire cette discussion-là? Demandons hier quel était le contrat avec la France par rapport aux mines au Burkina. Aujourd'hui, quel est le contenu du contrat et qu'est-ce que le Burkina gagne dans le contrat actuel avec la Russie que le Burkina ne gagnait pas. À partir de cette instant, si on a ces données-là, on pourra faire le débat. Mais si on n'a pas ces données, on va surfer sur le combat noir-blanc. Si je viens à l'aspect indépendance, l'indépendance n'est pas ce qu'on écrit sur le papier. L'indépendance, c'est ce que nous vivons au quotidien. L'indépendance est dans nos têtes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans la tête du Burkinabé, il y a l'indépendance? Quand, par exemple, chaque semaine, leurs propres frères prennent les armes pour venir décimer tout un village, vous pensez que c'est de l'indépendance? Non, ça, mais dites-moi, les armes qu'on utilise sont fabriquées par qui? Les armes qu'on utilise là sont fabriquées par qui? Sont vendues par qui? Et qui sont les acheteurs? Vous pensez que ceux qui viennent tirer là, ce sont les acheteurs, ils ont trouvé l'argent pour les acheter. On nous manipule. On nous manipule. Et puis il a dit quelque chose de fondamental dans sa lutte qui me plaît. Ceux qu'on recrute, qu'on appelle terroristes, nos propres frères qu'on recrute. Mais on les recrute pourquoi? Facilement parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se faire soigner. Combien on leur donne pour les prendre? Ailleurs, sur un dossier, j'en avais parlé dans ce studio, sur un dossier réalisé à l'époque par le journal L'Alternative, on a parlé des moyens de recrutement et on offrait à certains une moto ou à promesse d'achat d'une moto. Et on les enrôlait, on leur donnait les armes pour aller se battre. Ce n'est pas notre comportement en tant qu'Africains. Mais les gens sont tombés là parce que l'injustice sociale prend le pas
sur l'enrichissement et le pillage systématique des ressources de nos États au dos du contribuable. Donc il a dit, il a cité des populations qui ont besoin d'eau potable. Il a dit, on doit aller leur donner de l'eau potable. Il a donné l'exemple des gens qui ont leur chair complètement rattachée à leurs os à cause de la famine et de l'inaccessibilité aux sources d'eau. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qui est attendu de l'élite africaine, c'est de s'asseoir pour voir comment on peut accompagner ces mentalités émancipées-là pour parvenir à donner à l'Afrique tout entière son indépendance. Parce que si vous êtes indépendant sur le papier et que dans les faits et au quotidien, vous êtes appelé à quémander, à tendre la main aux autres, sans avoir un deadline pour dire aujourd'hui nous tendons la main, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous ne tendrons plus la main, comme l'a fait le Singapour par exemple, comme l'a fait la Chine et les autres pays qui ont essuyé des bombes atomiques. Qu'est-ce qui nous empêche en Afrique? Je suis d'accord avec son développement, je suis d'accord d'ailleurs avec la proposition de Ibrahim Traoré, sauf que des fois on sent véritablement que ces déclarations sont empreintes de populisme. On le dit parce que c'est ce que la masse veut écouter. Donc cette masse doit forcément nous suivre. Sinon, ce qu'il propose, la chose est intéressante. C'est vrai, et cela semble en être l'illustration. Et c'est vrai que je suis parfaitement d'accord avec Rodrigue lorsque nous prenons aujourd'hui l'allure affichée pratiquement par bon nombre de populations africaines en ce qui concerne cette mentalité de lutte entre blancs. Que moi, personnellement, je n'apprécie pas. J'aurais bien voulu que, puisque lorsque nous prenons les Blancs entre eux, la coopération bilatérale continue pas à résister. Vous en souvenez l'affaire de sous-marins en Australie entre les États-Unis et la France. Malgré qu'ils sont des alliés, cela n'a pas empêché à l'autre de pouvoir mener d'autres artifices et puis pour lui arracher donc le contrat. Au même moment, lorsque vous prenez, par exemple, vous revisitez les fondamentaux qui ont permis aujourd'hui à la Russie de pouvoir envahir l'Ukraine, etc. Tout ça, là, ce sont des questions bilatérales ou tout simplement où on ne veut pas laisser un État avoir libre cours dans le choix de ce partenariat en pensant intérêt général lié donc à sa population. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit, à mon humble avis, se départir de cette question de blanc-blanc. De toutes les façons, lorsque nous avons ce qui se lit et s'exprime au niveau du Burkina Faso aujourd'hui, c'est justement parce que jadis, le Burkina n'avait pas les mains libres pour le choix de ces partenariats, compte tenu du fait qu'on essaie d'orienter le regard sur la France qui avait mis une sorte de diktat, lui empêchant de pouvoir exprimer ses partenaires comme bon lui semble. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque on s'évertue et on estime que voilà, c'est ce partenariat avec tel État qui nous est donc favorable en passant intérêt général, je ne vois pas en quoi la question blanc entre blancs, tout ce que nous aujourd'hui nous essayons, en tout cas pour nos frères qui sont dans la diaspora, essaient d'exprimer à longueur de journée en parlant donc de racisme, etc. C'est tout comme si nous essayons de pouvoir déplacer les choses. Ce que nous accusons ailleurs, nous voulons véritablement les transposer ici avec d'autres formes d'expression ou d'autres formes d'explication. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons arriver à relever le débat ou pratiquement se départir de cet élan des choses, mais en ayant cette liberté de choix en ce qui concerne nos partenariats. Vous savez, Adam, gardez le fil de votre développement. On va marquer la pause pour le journal. On revient pour la suite. On va un peu parler du Burkina Faso et après filer pour N'Djamena au Tchad.